Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, j'ai eu la chance de jaser un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai l'impression que pour les personnes qui me suivent ou qui suivent le Balado depuis un petit moment déjà, vous commencez un peu à connaître mes sujets de prédilection, ce que j'aime le plus. J'aime vraiment tout ce qui touche au milieu artistique, à la culture. Puis aujourd'hui, ben ça fait pas exception parce que j'ai jasé d'écriture, de romans, publications et tout ça avec Marie-Christine Chartier et Jean-Philippe Barry-Guérard, qui sont deux auteurs super prolifiques, mais non seulement auteurs, mais les deux sont scénaristes aussi. Jean-Philippe, de son côté, il est aussi acteur, il fait de l'animation aussi. Marie-Christine a fait de l'humour, donc ils ont vraiment plusieurs chapeaux. Mais aujourd'hui, c'est de leur plume qu'on a jasé. Ça a été un super bel épisode. J'en aurais pris vraiment plus longtemps si ça avait été juste de moi. Mais je me suis dit, écoutez, si jamais on aime cet épisode-là autant que moi je l'ai aimé, ben on en fera une partie 2, puis c'est bien correct. Je l'ai déjà proposé à mes invités, donc ils sont déjà prêts. On a parlé, comme je disais, là, de la rédaction, d'écrire un roman, mais du processus, quand nous vient une idée, comment on fait pour la mettre sur papier et tout ça. Ça a vraiment été super intéressant, puis j'espère que pour les personnes même qui désirent pas nécessairement écrire un roman, j'espère que ça va vous parler, du moins... je pense que oui, parce qu'on est vraiment allé dans plein d'aspects différents de la littérature et tout ça. Bref, je vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. Gênez-vous pas à aimer l'épisode, le partager à votre entourage si jamais vous avez apprécié particulièrement les propos de mes invités. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous interagissez avec mon contenu, donc continuez de le faire. Puis je vous laisse l'écouter là tout de suite. Là, j'ai assez parlé, donc bonne écoute. Bienvenue au Balado Franchement. Merci de l'invitation. On commence ça direct demain. Marie-Christine, Jean-Philippe, je suis tellement contente de vous recevoir. Ça fait 8 fois que je vous le dis, puis je risque de le répéter encore et encore. Mais pour les personnes peut-être qui apprennent à vous connaître aujourd'hui, vous êtes deux personnes qui vivent de leur écriture, puis vous écrivez bien en tabarnouche. Oh, ben là, merci. Mais là, tu sais, quand même, je vous aurais pas invité juste pour jaser de votre écriture. Vous êtes pas bon, mais vous êtes smart. Mais bref, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, que je veux parler aujourd'hui. D'un peu ce processus-là de c'est quoi ça fait vraiment un auteur, une autrice dans la vie de tous les jours, parce que vous devez quand même vous le faire dire souvent. Hein? Ouf, j'aurais tellement le goût de le répondre aux gens que c'est plate en maudit un auteur, parce que c'est juste beaucoup de temps assis derrière un ordinateur. C'est drôle parce qu'on en parlait tantôt, puis c'est comme ça va par vague. Ouais. Tu sais, c'est des longs bouts où t'es comme ça je peux mettre, tu sais, je peux attendre, je peux procrastiner ça, éventuellement ça va finir. Puis des bouts où est-ce que t'es comme oh my god, il faut que tout arrive en même temps. Puis là, j'ai 6 deadlines, puis je capote, puis je veux mourir. Puis après ça, 2 minutes... Je vais pas mourir pour vrai, mais... Puis après ça, genre, 2 semaines après, t'es comme, ben... C'est tranquille. Ouais. Fait que c'est très up and down niveau demande de travail, tu sais. Puis c'est... Je sais peut-être tu écris-tu tous les jours, toi? La fameuse question. Pas vraiment, mais par la force des choses, la plupart du temps, quand je suis dans un rush, je suis obligé d'écrire tous les jours. Mais tu sais, j'ai souvent vu que j'ai beaucoup de chapeaux quand même, puis je jongle plein d'affaires. Je me ramasse des fois à avoir des journées où j'écris pas, mais tu sais, je sais, à l'agenda, je me bloque toujours le mardi, mercredi pour de l'écriture. Mais tu sais, pour moi, écrire, disons que c'est un chapeau très large. Ça peut vouloir dire faire des entrevues pour de la recherche, lire des trucs, relire ce que j'ai écrit. Mais c'est sûr que 5 jours dans ma semaine à juste écrire, c'est un plan pour que je m'enfonce le front sur le coin de la table. Non, c'est sûr. Parce que j'ai pas la bonne personnalité pour être auteur. Il y a du monde qui aime ça, pour vrai, sincèrement, écrire. Je peux pas dire j'aime ça, c'est un mal nécessaire pour moi. Moi, je vais me rendre au livre qui est écrit. On dirait que je suis surprise. Parce que l'acte d'écrire, d'être devant l'ordi, là, je peux pas dire que c'est une partie de plaisir pour moi. Mais j'ai écouté une entrevue récemment que la personne disait ça, là, tu sais, vous voulez écrire un livre, il faut que tu l'écrives. La partie que tu l'écris vraiment, c'est bien moins glamour qu'on le pense. Ouais. T'es assis devant ton ordi tout seul, puis tu tapes sur ton clavier. Ah, mais là. moi, tu vois, c'est la partie que je préfère. Ah ouais? J'adore ça, là, de vous recevoir ensemble. Moi, ça me shake dans mon corps que tu dis ça, là, parce que je me dis, tu veux avoir hâte au livre sorti, pourquoi? Parce que j'aime ça quand l'histoire existe. C'est ça, j'aime que l'histoire existe. Ouais, je comprends.
Mais la journée où tu t'assois devant l'ordi, t'es comme, bon, faut écrire ce chapitre-là. Puis après ça, c'est pas entièrement vrai parce qu'il y a des fois où t'es excité. Puis, tu sais, mettons, moi, souvent, je me fais un plan quand j'écris mes livres. Ouais, pas moi. Tu vois, regarde, 2 personnes. J'adore ça, j'ai bien choisi mes Je suis comme étonnée qu'on s'entende bien tout d'un coup. Drôle. Puis, tu sais, moi, souvent, je vais procrastiner sur des scènes qui me tentent moins. Ouais. Puis là, j'arrive à cette scène-là, puis je suis comme, je sais qu'il faut que je l'écrive, puis ça me tente pas. Ben, moi, non, je m'oblige. Peut-être pour ça aussi que j'ai pas de fun, c'est parce que je m'oblige à faire des affaires qui sont pas si le fun que ça. Je pense que c'est pour ça que j'écris vite aussi. Oui, ben, Des fois, oui. tu sais, parce que je fais comme un roman par année là, depuis comme 8 ans. Là. Mais là, c'est comme, quand ça me tente pas de faire de quoi, je le sais, ça va être quoi. Puis là, je le skip. Tu sais, je l'écris vite, puis je sais que c'est pas excellent, mais ça se tient. Puis après ça, je vais au bout qui me tente. Mais tu reviens. Ça, Ben, il va falloir éventuellement, qu'il fasse. Il faut. Mais comme ça, on dirait que comme quand le livre il est entier, puis que là, il me reste à revenir sur ces scènes-là, je suis comme, vu que je sais que justement, j'approche le produit fini, j'ai le petit coup de pied pour finir ça, tu sais. Ça, je te file là-dessus. Parce que moi, l'affaire la plus importante quand je suis en train d'écrire un livre, c'est d'arriver avec un premier brouillon le plus vite possible pour comprendre c'est quoi ton affaire. Parce que c'est pas vrai que tu le sais à 100% ce que tu es en train d'écrire au début. Même si tu as une bonne idée, tu n'as jamais conscience de c'est quoi l'histoire qui est racontée. C'est quoi les thèmes qui se dégagent de ça. De quoi ça parle. Moi, je suis beaucoup plus par intuition. Puis une fois que mon premier draft est écrit, là, je suis comme, OK, c'est ça l'histoire. Puis là, c'est tellement plus facile parce que effectivement, la scène qui est un peu botchée, tu retournes, tu fais non, mais c'est à cette fonction-là dans l'histoire, fait que je vais la réécrire de cette façon-là. Puis c'est tellement facile. Tu comprends mieux ton histoire, tes personnages, j'imagine. Vraiment. Ouais. Et tu peux aussi, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est que ça devient très facile de me détacher puis de voir ce qui est poche dans le livre. D'être comme, ça c'est à chier, ça c'est à chier, ça c'est à chier. Faut que je réécrive tout. Puis je trouve ça tellement facile réécrire. Une fois que le premier brouillon est fait, là, c'est juste du plaisir pour moi. C'est affiner, c'est nettoyer, c'est polir. Puis ça peut vouloir dire réécrire 80% du livre. Ça m'est déjà arrivé, là. Mais c'est tellement plus facile réécrire un livre au complet que d'arriver avec la première version du brouillon. Parce que écrire, là, tu dis le premier brouillon, c'est vraiment pas tant un scène à scène. Là. On parle vraiment ici du livre, la version 1. Oui, puis moi, mon éditeur, il veut rien lire tant que j'ai pas un premier brouillon. Parce que comme ça m'intéresse pas, je veux pas savoir si tu t'en vas dans la bonne direction. Je veux savoir si t'es capable d'écrire de quoi au complet qui se tient avec ton histoire. Puis aussi, si je me mets à intervenir dans un livre qui est pas fini, qui est pas complet, peut-être que je t'en ai dans une direction puis que c'était même pas ça que tu voulais. Puis tu vas répondre à mes attentes plutôt que d'être en train de réellement me donner ce que toi, tu veux écrire. T'sais. Après ça, des fois, j'y pose des questions. Je suis comme, hey, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Il peut m'aiguiller en cours d'écriture, mais tu sais, ça, je pense, dans ma vie, je l'ai fait 3 fois. Ouais. Je l'ai appelé 3 fois avec une question. J'étais comme, qu'est-ce que t'en penses? Puis je suis retourné écrire. Sinon, après, vous le filez, là, c'est vous qui créez l'histoire. Fait que j'imagine que vous le savez ou pas si ça marche ou pas. Là. Ben, des fois, je dirais de moins en moins. Plus j'écris, moins. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois là, dans les dernières années. Des fois, j'étais comme, écoute, c'est ça que je voulais faire. Je pense pas que. Je sais pas si ça marche, mais c'était vraiment ça le livre que je voulais écrire. Fait que regarde, on va le sortir puis on verra ce que le monde dira. Alors que je pense que peut-être que j'avais plus d'illusions quand j'étais plus jeune, je sais pas. J'étais beaucoup plus certain de ma shot. Puis là, je suis comme, je sais pas. Puis il y a tellement d'affaires qui peuvent affecter la lecture du monde. Il y a tellement d'éléments extérieurs qui changent comment on reçoit un livre que je sais plus. Mais t'es plus conscient. Vous en avez écrit plus d'un livre. Fait que je pense que c'est peut-être ça aussi. Mais je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, comme quand tu fais des études, par exemple, là, tu sais, t'es comme au cégep, tu penses que tu sais tout. Ouais. Puis là, moi, je me suis rendue jusqu'au doc. Au doc, j'ai jamais été aussi certaine dans ma vie que je savais rien. Fait que je pense que plus que tu avances, plus que tu deviens comme, et là, je vais dire expert en gros guillemets de ce que tu fais, plus que tu sais justement tous les paramètres, qu'est-ce qui affecte la réception d'un livre, quand est-ce qu'il sort, comment que les gens sont dans le mood quand ils lisent. Tout ça, fait qu'à un moment donné, tu te détaches un peu de ça parce que t'es comme, moi, c'est ça qui était avec mon dernier. Tu sais, je savais que ma fin était un peu controversée, mais j'étais comme, c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que après ça, take it or leave it, ça me regarde plus. Tu sais, je pense qu'on se détache aussi des attentes un peu. Ouais. Ben, après plusieurs livres, j'imagine que vous écrivez après pour vous. Mais t'as pas le choix parce qu'à un moment donné, c'est comme tu vas en tant qu'artiste, tu vas jamais plaire à tout le monde. Ouais. Puis tu sais l'affaire la plus tough, je pense, c'est il y a du monde qui veulent que tu te renouvelles, il y a du monde qui veulent que tu restes exactement comme tu as été. Tu sais moi j'ai des gens qui écrivent des fois j'ai hâte qu'elle revienne dans ses vieilles pantoufles de l'allégorie des trucs d'arc-en-ciel, mettons mon premier livre qui était plus comme à la limite du chick-lit, je le qualifierais pas comme ça, pas parce que j'ai une haine envers ce thème-là, mais juste parce que je pense pas que c'était exactement ça, mais c'était plus léger, c'était plus une histoire d'amour. Là, je suis sur d'autres thèmes. Puis il y a du monde qui adore suivre la progression de ça en tant qu'auteur, puis il y a du monde qui sont comme, non, mais je veux qu'elle fasse exactement l'allégorie des trucs arc-en-ciel, mais genre tout le temps. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais comme, je peux pas plaire à tout le monde. Ouais, exact. Après, tu sais,
je suis jamais non plus en train d'écrire 100% pour moi parce que sinon je serais en train d'écrire un journal intime. Mais moi, je dirais que ma conscience du public tient plus dans avec quoi est-ce que le monde rentre dans la lecture de mon livre ou dans mon spectacle. Mais le théâtre, c'est différent aussi parce que tu sais, le livre, tu peux comme faire abstraction des gens. Tu sais, c'est un peu comme quand j'écris pour de l'humour versus un livre. Ouais, oui. Tu sais, comme. J'ai l'impression qu'on a eu cette conversation-là à ton podcast, non? Oui. Hein? On se répète, mais regarde. Mais oui, c'est super important. Avec quel référent il rentre? Ben oui. Ouais. Mais moi, je le fais quand même, j'y pense quand même beaucoup dans un roman parce que, ultimement, oui, les gens peuvent le googler, mais il reste que, tu sais, on écrit, tu sais, vu que je sais que j'écris pour un public québécois, ben, si j'écrivais pour des Français, j'écrirais pas de la même manière. Ouais. Fait que cette affaire-là, avec quoi les gens entrent. Ben oui. Fait que je pense que faire abstraction complète du public, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à 100%. Il le faut parce que t'es pas non plus en train de répondre à une étude de marché, mais il y a comme pour moi, c'est une danse de comment est-ce que je peux avoir conscience de qui a le livre dans les mains sans nécessairement être en train d'écrire juste pour cette personne-là. Mais comment ça s'explique dans ton écriture? Tu sais, mettons, là, t'es devant ton ordi, tu dis, OK, là, je garde eux en tête, là, mes auditeurs, mes lecteurs, peu importe. Comment tu te dis, ah ben OK, je vais choisir telle scène plutôt que telle scène? Ben, c'est pas tant dans la structure des histoires que c'est beaucoup dans le langage. Une référence, une joke. Est-ce que si je fais une comparaison avec quelque chose ou que je fais référence à un personnage, est-ce que c'est quelqu'un que la plupart des gens qui lisent le livre vont connaître, tu sais? Puis si ça l'est pas, ben là, oups, je vais le contextualiser. Puis au contraire, des fois, décontextualiser, ça rend quelque chose d'encore plus drôle. Fait que c'est beaucoup dans le à quel point est-ce que j'explique les choses, je pense. Ah, ça a du sens. T'es d'accord, Marie-Christine? Oui, puis même, tu sais, là, on travaille sur probablement être adapté pour comme l'Europe, là, en français. Puis comme dans les discussions de ça, c'était comme, hey, va falloir adapter le langage jusqu'à un certain point. Puis mais ça, c'est touché. Mais oui. Comme à quel point tu veux toucher, mais en même temps, il faut, parce que mettons, si c'est Les Truites, c'est mon premier, puis ça se passe à Québec, puis c'est dans Saint-Roch, puis il y a du langage très familier. Fait que là, après ça, c'est comme, je veux que les gens là-bas comprennent, mais en même temps, comment que je dénature pas ce que j'ai écrit, mais que j'adapte ça pour qu'eux comprennent. Fait que c'est comme... Puis est-ce que c'est toi qui réécrirais? Oh non. Oh non. OK, non, mais c'est ça va ça. pas être écrit, mais ça va être des conseillers. Puis là, ça va être à moi de dire oui ou non. Ça, je pense qu'on peut le laisser. Ça, je pense que... Ah, mais c'est fou parce que c'est une entité à part entière. Mais presque, c'est cette même œuvre-là. ici, tu sais, je me souviens que j'avais une discussion parce que moi, je sais pas, la vie, je dis de la guacamole. Là. Je dis pas le guacamole, là, mais techniquement, c'est le guacamole. Là. Ah, j'ai toujours dit de la guac. Ouais, mais exact. Puis ça, c'est une discussion que j'avais avec mon éditrice. Puis j'avais dit comme personne dit le guacamole. Ça va être super weird si mon personnage qui tout le long parle aux familiers. Puis que là, il est là. Alors, j'ai fait le guacamole. Comme ça marche pas. Fait que, tu sais, il y a des affaires que tu fais, des choix que tu fais de dire, je vais faire une erreur là-dessus, mais je vais le mettre ça comme ça. Oui, ben les erreurs, c'est aussi beaucoup dans... Je pense que ça fit avec le personnage. Tu sais, on pourrait lire un personnage... Le meilleur exemple, en fait, c'est du Michel Tremblay, qui est écrit complètement plein de fautes, mais c'est pas plein de fautes, c'est dans un but de comprendre l'accent puis de comprendre les référents en ce moment. En tout cas, je pense que tout est réfléchi. Absolument. Oui, c'est ça. T'sais. Puis moi, ça me fait rire parce que je me rappelle, j'ai déjà vu des fois des commentaires des gens qui disent sur mes livres que le langage était pauvre ou que c'était mal écrit. Puis je suis comme, ben oui, ben parce que peut-être qu'on pourrait avoir une discussion sur quelqu'un dont je me sacre. Mais on pourrait avoir une discussion là-dessus. Mais tu sais, c'est qu'ultimement, puis tu sais, moi, j'ai commencé à écrire au théâtre à la base. La première chose que tu apprends au théâtre, c'est définir la langue de ton personnage, puis ça veut dire c'est quoi son background socio-économique, c'est quoi son niveau d'éducation, c'est quoi son origine. Et moi, quand j'écris un livre, c'est la première chose à laquelle je pense. Qui narre cette histoire? Avec quel bagage il arrive? Ça va déterminer, c'est ça, son niveau de langue, le vocabulaire qu'il emploie, la façon de raconter les histoires. Tu sais, c'est super important. Puis pour moi, c'est une richesse. Puis je pense que ce qui est cool, puis ce qu'on oublie, c'est que la langue, au-delà des mots qu'on utilise, est extrêmement riche dans les tonalités aussi, dans les codes qu'on peut employer. Puis ça fait qu'on a un terrain de jeu incroyable. Puis je pense qu'il faut juste se poser la question, quand on a l'impression que des fois, il y a quelque chose qui est une erreur dans un livre, qu'est-ce que l'auteur voulait dire avec ça? Pourquoi il a fait ce choix-là? Parce qu'il n'y a rien qui arrive sur la page par hasard. C'est tellement bien dit, j'adore ça. À cette personne-là, mon premier réflexe, je pense, ça aurait été de dire, t'en as-tu écrit, toi, un livre? Ouais. Non, mais après ça, j'ai pas le goût d'avoir cette posture-là parce que je pense que quelqu'un a le droit de pas aimer ce que j'écris pour plein de raisons. Mais d'insulter. Oui, mais là, après ça, c'est Internet. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait Comme partie de... Tu sais, il y a du monde qui lise des livres puis qui s'attendent à voir quelqu'un qui
fait preuve de virtuosité dans sa façon de manier la langue. Puis c'est bien correct aussi, tu sais. Au même titre que moi, je check pas de compétition de patinage artistique. Je dis ça en même temps, quand je vois des vidéos de patinage artistique, je trouve ça nice. C'est juste que je vais pas vers ça naturellement. Mais OK, j'ai pas eu de bon exemple. Mais il y a des choses qui m'intéressent pas dans la vie. C'est correct. Puis c'est bien correct. Puis après, chaque personne aussi, comme si la personne à chaque livre que tu fait vient te critiquer, à un moment donné, tu fais comme catch que t'aimeras pas ça. Mais ça se peut qu'une fois, la personne te découvre, fasse comme ça, c'était pas pour moi. Les gens ont le droit de pas aimer, comme tu dis. Il y a une fille sur Goodreads que je ne connais pas du tout, puis je pense même pas que moi que j'ai eu de reviews d'elle, mais c'est que puis moi je suis pas vraiment sur Goodreads, je trouve que c'est mauvais pour la santé mentale Goodreads. Mais il y a beaucoup de gens qui checkent toutes leurs reviews Goodreads des auteurs puis qui paniquent quand ils ont eu un 2 étoiles, puis c'est la fin du monde, puis ils vont faire un post en disant comment ça cette personne-là a fait ce review là, c'est tellement de la merde. Non, moi je panique mais je fais rien. Non, mais il y a des gens qui font comme j'ai le goût de leur dire prenez une marche, regardez pas ça. Mais donc tout ça pour dire que cette fille-là, qui s'appelle, on va la nommer, son nickname sur Goodreads, c'est Geek the Girl, mais c'est juste que elle est un meme parmi plein d'auteurs québécois parce qu'elle va toujours donner des 1 étoile ou 2 étoiles sans reviews à pratiquement tous les livres québécois. Dans le fond, elle aime rien. Oui, puis ça me fait rire parce que personne sait c'est qui. Elle dit jamais pourquoi elle donne des 1 étoile, 2 étoiles, puis c'est très, très, très constant. Puis en même temps, je suis comme, t'as vraiment le droit, fille, puis c'est super correct, mais ça me fait vraiment rire que ça soit aussi constant puis aussi répandu. C'est genre, je vous haïs toutes. Ça me fait bien rire. Ouais. Mais ça, c'est des personnes qui n'ont rien d'autre à faire. Mais au final. En même temps. Peut-être qu'elle aime vraiment pas ce qu'elle lit pour vrai, puis elle a le droit. Mais c'est elle lit tous ses livres, puis tous ses livres ont une ou deux. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'elle aime pas lire. Ça. Elle aime haïr. Il y a du monde qui hate-watch de la TV qui suivent du monde. Mais il y a du monde qui suit du monde sur les médias sociaux pour les haïr. Ça, là, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Là, on peut-tu arrêter de juger les gens sur la base de qui ils suivent sur les réseaux sociaux? Parce que moi, si on se fie à ma liste de following sur Instagram, je suis un craqué mental. Je suis des affaires... Ben, vraiment, genre, mettons, tu sais, genre, suivre Donald Trump sur Instagram, ça a l'air que ça fait que t'es la pire personne du monde. C'est sûr que je vais suivre Donald Trump. C'est sûr que je vais suivre du monde débile avec qui je suis pas d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, j'ai commencé à utiliser Twitter quand Twitter est devenu encore plus de la merde parce que je trouvais que c'était des égouts à ciel ouvert et ça me divertissait. Genre, moi, voir Elon Musk poster de la shit 50 fois par jour et des menteries puis des trucs racistes, c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas le goût d'avoir des personnes raisonnables. Je suis entouré de personnes raisonnables au quotidien. Bon, ben c'est pour le divertissement. Divertissement, pour dire recherche, ouais. C'est ça, ouais, pour nourrir tes personnages, ça va chercher là-dedans. Voir ce qui se passe dans le monde aussi. Mais aussi, s'informer. Tu peux pas juste vivre dans une chambre d'écho tout le temps. Faut que tu checkes qu'est-ce qui se passe. Là. Ça fait du bien, je pense, de pas tomber des nues quand je vois des affaires horribles ou j'entends des déclarations horribles parce que non, mais je le sais, ces gens-là pensent ça. Particulièrement dans les dernières semaines sur Twitter, c'est fou parce que comme les langues se sont déliées, fait que les propos racistes encore beaucoup plus homophobes, mettons, là, intenses. Puis tu sais, moi, je me dis, hey, en tant que comme gay, j'ai quand même intérêt à savoir c'est quoi les pires choses qui peuvent se dire sur moi pour pas tomber des nues, puis être informé. Être informé, oui. OK, non, il y a du monde qui pense. Il y a du monde qui pense ça. Je vois sortir de mon monde de licorne parce que ultimement, si on se protège, je pense au quotidien, je pense que c'est bon de s'exposer. Après ça, moi, je pense que ça me fait pas mal. Fait que ça va. Mais il y a du monde peut-être que... Si pour toi, c'est déroutant, puis c'est comme chambranlant, puis après ça, t'es pas bien dans ton quotidien, fais pas ça. Non, c'est ça, tu sais. Mais non, je suis d'accord avec toi. Il faut pas trop se mettre devant des sujets qui nous touchent particulièrement, qui nous irritent. Exact. Non plus. La limite, c'est écouter. Voilà. Je vais mentionner l'éléphant dans la pièce. C'est pas ça, c'est pas mentionner le mot. Ben, on peut le nommer. C'est quoi l'expression? Je pense que juste l'éléphant dans la pièce, tu peux le nommer, tu peux le regarder. Je nomme l'éléphant dans la pièce. Je l'observe. Moi, je le flatte. Je le flatte ce midi. Cet après-midi. Là. Maintenant, en ce moment, dans l'enregistrement. Les gens peuvent nous écouter à toute heure, hein, tu sais. Ben voilà, c'est ça la beauté du podcast. J'adore. Les personnes qui nous écoutent en vidéo voient bien franchement là, quand on a de la pizza devant nous. Il n'y a pas n'importe quelle pizza. Les gens commencent à savoir, je suis commanditée par Normandin. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment cool parce qu'on y goûte à cette pizza-là. Puis c'est pas n'importe quelle pizza. Non. C'est la pizza bacon. Si jamais vous voulez commencer à y goûter tranquillement, servez-vous pendant que je l'explique. C'est la pizza poulet bacon, mais un peu pimpée pour le menu des sucres. Il y a une petite sauce à l'érable sur le dessus. J'adore l'érable. J'ai de la capitale mondiale de l'érable, hein? Les civils. Je savais pas que c'était là-bas que le plus... C'est quoi le plus grand nombre de tonnes de sirop d'érable? Je pense que c'est juste un titre qu'ils ont décidé de choisir. Cela dit,
Mais tu peux-tu juste t'auto-nommer quelque chose? Ah, il y a bien du monde qui s'autonome des affaires. C'est mon point. Mais C'est bon. c'est juste que c'est là que tu as Citadel, qui est la coop, qui achète un peu comme Agropur, là, comme qui rachète toute la production de sirop d'érable, Ouais. qui la revend ensuite. Oh, oh. Le fameux vol de sirop d'érable, c'était pas à Plessisville, mais c'était tout près. Là. C'était ouais? dans ma Un région. film là-dessus? Une série Amazon de C'est Sticky avec Jamie Lee Curtis et Guillaume Cyr. C'est quand même hot. C'est très drôle. C'est quand même hot. J'adore l'érable et cette pizza goûte vraiment Elle est bon. quand Es-tu même bonne? pour Elle est vrai. vraiment bonne. Oui? On dirait que comme pizza à l'érable, j'avais des doutes, mais c'est bon. Ah non, moi, érable, je reviens à Plessisville. Quand tu viens de Plessisville, tu mets de l'érable dans tout. Le monde met de l'érable dans leur café. Ah oui, mais ça, dans le c'est café, comme c'est excellent. ça. Ben oui. Fondu à l'érable, c'est la chose la plus insane au monde. C'est juste de la crème puis du sirop. Tu fais chauffer. Attends, je me- Puis tu te J'adore. trempes du gâteau des anges là-dedans. Tu Pardon? meurs. J'adore ça. Ok, parfait. Le rouge à lèvres il est intact. Ben, c'est un gros truc Love aujourd'hui, it. là. Mais cette pizza-là, en plus, vous la mangez en exclusivité. Parce qu'elle va être disponible What? du 3 mars au 27 avril. Puis là, on est quoi? On n'est pas en mars encore, là. On est le 27 février. On est vraiment proche. On est proche quand même. Mais quand même, vous avez quand même le droit d'écouter avant tout le monde. Vraiment, J'étais comme, je vais prendre une bouchée, Ouais, juste non, j'adore, une, parce mais que comme- genre, c'est un podcast, mais finalement, c'est bon. Finalement, elle est super bonne. Puis vous allez pouvoir y regoûter plus d'une fois si jamais ça vous tente parce que vous allez pouvoir repartir avec des cartes cadeaux du What? Normandin. Ben non! Fait que vous en profiterez. Je les laisse Oh, mon au centre Dieu. de la table. Hey, là, ma table est complètement remplie. Là. Hey, On dirait que je sais plus vous donner de la tête. Oh mon Dieu, ça me donne vraiment le goût de faire un road trip pour aller manger dans un Normandin, dans une place super random. Genre à Lévis. Ah, Je c'est sais pas quand pourquoi. même fort. On se voit, là, le Normandin de Je Lévis, sais on se où. voit. Bon, ouais. Ben, à Ben Lévis. oui, moi j'ai vécu à Lévis. Ben là, Tu viens-tu Je viens de partout. Je suis une citoyenne du monde. Alors, je viens de Repentigny à la base, mais j'ai vécu pendant comme 6 ans, j'étais à Québec, puis Ok. après ça à Lévis. Puis, ouais. OK, tu t'es promené Je me suis partout. ouais, j'étais aux States, j'étais partout. Oui, oui, t'as fait. Je pense que tu faisais j'ai envie de dire du tennis. Arrêtez de m'en parler. Ouais. Mais de toute façon, c'est correct. Je t'ai poursu pour parler de Merci, de pénis. Oh, on est-ce a que eu j'ai fait un le bon lapsus? lapsus de Valérie Plante, rappelons-nous, avec Mélanie Fernandez. Excellent, Love wow! Je pense que c'est la pizza qui me monte à la tête. Je pense. Mais tout ça pour dire que je tiens à répéter aux personnes qui nous écoutent en ce moment qu'ils ont droit à un 20 de rabais sur leur prochaine commande en ligne faite au Allez-y. Normandin avec le code franchement 20. Fait que servez-vous, profitez-en. Puis pendant qu'on déguste cette bonne pizza, alors que Jean-Philippe, tu l'as déjà terminé, Hey, je me sens mal, je voulais tellement pas avoir l'air d'un gros porc, mais une chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis vraiment un gros porc. au moins, elle était bonne. Tu prouves à Elle est tout le monde vraiment qu'elle était bonne. J'aimerais ça que vous me parliez du processus là, de création d'un livre. Mettons vraiment là, de l'étape 1. Je sais que ça change de personne en personne. Je suis consciente de ça. Mais vraiment, là, la moment que vous avez une idée, c'est quoi qui se passe? Veux-tu Parole aller? à vous. Je peux y aller. Moi, quand j'ai une idée, en fait, je m'assois sur l'idée un bout. C'est rare que, genre, si j'ai une idée, je me garoche. Si je me garoche tout de suite, généralement, c'est pas bon. Généralement, après, comme, je sais pas, 10, 20, 30 pages, je suis comme, finalement, il y avait rien à ça. Fait que je vais laisser mûrir l'idée dans ma tête. Elle m'accompagne partout. C'est vraiment weird, là, mais comme, n'importe quoi que je fais, je suis dans le métro, je m'en vais quelque part, je pense dans mon auto, je mets de la musique. Puis là, ce que je fais, c'est que je commence à me faire une playlist de chansons qui me font penser à l'univers qui est en train de se développer dans ma tête. Ah, c'est bon! Puis j'écoute ça partout. Puis tranquillement, les voix, pour moi, ça passe tout le temps des personnages. Je pense qu'on en avait aussi parlé parce que toi, il y a des choses que tu veux raconter. Moi, on dirait que c'est des personnes que je veux raconter. C'est qu'est-ce que ces personnes-là ont vécu ou ont à dire. Et il faut comme que j'apprenne à les connaître dans ma tête avant de commencer à écrire. Mais une fois que ça peut prendre un moment. Puis c'est pour ça aussi que je pense que j'écris vite parce que, par exemple, là, je suis en édition pour mon prochain, mais je pense. T'sais, l'idée est là, elle bouge, elle prend forme, les personnages prennent forme, puis comme quand je me mets à écrire, c'est rapide. Ça va être 3 mois. Ah, Je vais ouais! écrire. Mais ça va avoir eu le temps de mûrir pendant peut-être un autre 3 mois dans ma tête avant que je me mette à l'écrire. Mais généralement, quand je me mets à écrire, il y a beaucoup du travail de penser à l'histoire qui a déjà comme été faite, puis je sais déjà un peu où ils s'en vont. Puis cette pensée-là, tu la mets sur papier? Non. Ça se passe vraiment tout dans ta tête. Ouais. OK. Non, j'ai pas de plan, j'ai pas de fiche de personnage, j'ai pas de... Puis je me dis qu'éventuellement, si je fais un autre genre d'histoire... Parce que moi, c'est de la fiction vraiment axée sur les émotions, les relations. Ça demande pas énormément de recherche. Tu sais, j'ai fait quelques recherches pour des trucs. J'avais, par exemple, un personnage qui était médecin. Je voulais m'assurer que comme son parcours faisait du sens, puis je connaissais pas trop ça, fait que je me suis informée à des médecins. Mais c'est pas des choses qui demandent beaucoup de recherche, où je parle pas de milieu que je connais pas pantoute.
Donc, j'ai pas une grande... C'est ça, j'ai pas besoin de prendre des notes ou d'avoir des dossiers sur les personnages ou quoi que ce soit. Éventuellement, si je faisais autre chose, comme là, j'aimerais ça revenir un peu sur ma vie aux États-Unis puis aborder cette vie-là. Puis ça va me demander de faire un travail de souvenir et donc, je pense, de prendre des notes avant de me mettre à écrire parce que faut que je retisse cette histoire-là. Puis je peux pas juste... J'invente pas, je raconte, ce qui est différent. Mais quand j'invente de toute pièce sans me baser sur rien, j'ai pas vraiment besoin de prendre des notes ou d'avoir des fiches de personnages ou quoi que ce soit, ce qui fait que j'ai vraiment de la misère en série télé. Oui, parce que série télé, c'est l'inverse. Mais moi, c'est parce que, en fait, la télé, c'est que tout le monde te demande qu'est-ce que tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas écrire. Puis je suis comme, je sais pas, laissez-moi l'écrire. Genre, mais personne, même si comme ça va bien ma carrière, personne est comme, d'accord, Marie-Christine, vas-y. Voici l'argent, va écrire des affaires, reviens-nous. Alors, les gens ont besoin, comme il y a beaucoup d'argent en télé, les gens ont besoin d'être rassurés que leur argent est bien dépensé. Donc, il faut que tu leur dises. En littérature, il n'y en a pas. En littérature, c'est ce que tu veux. Fais bien ce que tu veux. Puis ça, c'est vraiment, la littérature, c'est, tu sais, j'ai écrit dans plusieurs médiums. C'est le plus facile parce que c'est là qu'il y a le moins d'argent impliqué. Il n'y a pas de décor qui est construit en fonction de ton roman. Il n'y a pas d'acteurs qui sont engagés. Il n'y a pas un DOP qui va devoir éclairer la scène. Ce qui fait que, si t'es dans le champ, ça aura coûté le papier que ça a coûté pour le livre puis le manpower. Tu peux tout faire. Tu peux avoir un dragon. Scène, genre, exact, il y a un dragon. Tu t'en vas à Paris, tu reviens, là, il y a du feu, il y a une explosion. C'est malade. Comme... Tu peux pas voir ça en télé, là. En télé, ils vont être comme, il y a un party, mais il pourrait-tu être 4? Là, t'es comme, fait que le processus, c'est ça. Puis après ça, tu sais, moi, je travaille quand même proche avec mon éditrice une fois que aussi j'ai fait un premier jet. J'aime pas ça qu'elle lise des trucs quand. Mais généralement, premier jet, je lui envoie. Elle me revient avec des notes vraiment plus comme exploratoires du truc. Fait comme, est-ce que ce personnage-là, il est cool? On aimerait ça. Tu sais, à un moment donné, il disparaît. Pourquoi il disparaît? Tu sais, ou, ça, c'est un thème intéressant. Ou là, tu sais, t'as-tu. Des fois, parce que je me garoche, puis là, j'ai genre 1000 thèmes. Puis là, comme, OK, c'est quoi qu'on veut parler? T'sais? Fait que là, j'ai ce travail-là qui est fait avec elle un petit peu. Je refais une autre version. Puis après ça, c'est généralement cette version-là qu'on édite. Ah, puis éditer, c'est après, OK, là, vraiment, on lit le livre, on change des affaires, on ouais, là, c'est ça. Là, c'est comme ce mot-là, il revient beaucoup. Tu sais, parce qu'il y a tout le temps, comme, à chaque roman, il y a comme un mot que je suis comme, voyons, j'avais quoi, c'était quoi mon buzz avec ce mot-là pour ce livre-là, je sais pas. Mais c'est comme les slangs qu'on dit, où, des fois, on pogne, notre tête, elle pogne un buzz, là, qui répète tout le temps la même affaire. Exact. Fait que là, des fois, il y a comme tout le temps un mot ou des mots qui reviennent, puis là, tu fais des changements dans le texte même. C'est intéressant le processus d'édition pour ça, parce que ça permet de prendre conscience de certaines choses dont tu es probablement pas maître dans ton écriture, des choses qui te dépassent. Donc, oui, les choix de mots. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que les outils qu'on développe dans un cours de littérature, là, dès, mettons, le secondaire 3, puis qu'on apprend le schéma actantiel, puis la structure dramatique, puis qu'éventuellement, mettons, au cégep, dans les cours de littérature, on fait des analyses plus poussées sur le style, c'est pas quelque chose que tu fais systématiquement exactement comme dans un cours de littérature au cégep, mais il reste que c'est les mêmes outils, tu sais. On va faire, OK, c'est intéressant, tu sais, là, tu utilises beaucoup la voix passive. Ou là, tu sais, c'est très, mettons, ton vocabulaire est beaucoup dans ce champ lexical-là. Mais tu sais, moi, je l'ai pas intellectualisé quand j'étais en train de l'écrire, mais moi, tu sais, des fois, la correctrice d'épreuve ou l'éditeur va le relever. C'est intéressant. Tu sais, des fois, les répétitions, réutilisation de mots, ça peut être une faiblesse, mais au contraire, des fois, tu veux marteler une affaire, puis tu le réutilises par choix, tu sais. Puis tout le temps, souvent, ce que le travail d'édition va faire, ça va être plus de poser des questions que de donner des directions, puis de dire, c'est ça que tu... Moi, ça me donne ce feeling-là quand je le lis. C'était ça que tu voulais? La réponse est oui. Cette fameuse question-là, moi, j'adore ça. Mon éditrice, souvent, c'est comme, ça, c'est ce que je lis de ça. C'est-tu ça? Puis des fois, souvent, c'est ça. Des fois, c'est comme... Hop là, nope. Parce que ça, finalement, l'éditeur, l'éditrice, c'est une première lecture du livre. Tu sais, sa job va être, tu sais, aussi sachant c'est quoi son public, le genre de personne qui risque d'acheter les livres de la maison d'édition, ça va être, est-ce que ça va rejoindre son public, cette histoire-là? Est-ce que le monde qui s'attend à X, Y, Z du livre va comprendre ce que l'auteur, l'autrice veut dire, tu sais? Fait que c'est une job de, tu sais, t'es quasiment comme un genre de médiateur, si tu veux, entre l'auteur et le public. Puis, des fois aussi, ça peut impliquer de dire, hey, à chier, faut que tu recommences, tu sais. Ah ouais? C'est déjà arrivé? À chier, non, mais tu sais, me faire dire, ça va être bon, mais on n'est pas là. Moi, j'ai réécrit, tu sais, Royal, j'ai réécrit 80% du livre en rush, en plus, dans 3 semaines, juste parce que... Pas parce qu'elle avait une deadline, c'est juste que j'avais le goût, j'étais là, je veux le faire, puis j'étais comme là. Puis
moi, je veux que mon éditeur me dise ça. Là. Si c'est pas bon, si j'ai pas réussi à raconter l'histoire que je voulais selon mes intentions, puis qu'il me le dit, je suis comme, hey, il y a une chance. Parce que sinon, le livre poche va se rendre dans les mains du lecteur. Ah ouais, moi, c'est une discussion que j'ai eue avec mon éditrice parce que j'enfilais les romans, tu sais, année après année après année. Puis, mine de rien, tu veux pas. Tu le sais que, comme si tes romans fonctionnent bien, t'es quand même une source de revenus pour la maison d'édition. Puis ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, tu réalises qui existe, puis que si moi, je sors un livre puis qu'il vend bien, ben eux, ça leur permet de découvrir d'autres auteurs, puis tu sais, ils ont besoin d'avoir des vendeurs. Puis à un moment donné, c'est une discussion parce que j'ai fait la suite d'un de mes romans, puis j'étais comme... Moi, j'étais vraiment comme contente de faire ça, mais je sais pas... Il y a eu un commentaire qui a été dit à un moment donné au sein de la maison d'édition, comme... C'était un peu une joke, c'était comme « Ah, Marie-Christine, peu importe ce que tu nous soumets, on va publier, tu sais. » Mais c'était vraiment un compliment. C'était vraiment comme... Je l'ai compris après que c'était vraiment... Ben, on aime ce que tu fais. Mais moi, je l'ai pris... Ça m'a super atteint. Puis j'étais comme... Là, j'ai parlé avec mon éditrice. J'étais comme... Moi, j'ai besoin de savoir si j'ai écrit de la merde, là. Comme j'ai pas besoin que vous publiez parce que vous dites... Ah, ça va vendre. Les gens la connaissent. Ou, tu sais, Marie-Christine, elle a son public. Fait son public va l'acheter, tu sais. Puis on a eu une full belle discussion. Puis j'ai compris tout de suite que c'était pas ça l'intention. Puis que c'était pas ça qui était derrière ça. Mais c'est le moment où j'ai réalisé comme... Oh non, je veux qu'on me le dise. Parce que je pense pas qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais me le faire dire que si j'étais à chier, là, j'étais ben trop, genre, sensible pour ça. Oui. Puis j'avais besoin de me faire... t'es bonne, là, tu sais. Mais là, à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé, OK, je suis rendue au point que je veux qu'on me le dise, là. Est-ce que, tu sais, je disais, est-ce que je suis trop là? Est-ce que j'écris trop de livres? Est-ce que... Puis elle était comme, tu sais, je vais te le dire si la demande descend. Je vais te le dire si c'est pas bon. Je vais pas te laisser t'enfarger les pieds dans une histoire juste parce qu'on veut publier un tes livres. Non, puis ils sont là pour accompagner. Je pense que leur job première, c'est ça. Mais ça en reste général. une business, tu sais. Ouais. T'as pas le choix d'y penser. Puis c'est pas bien vu de parler de ça en littérature. C'est comme... Ouais, moi, je l'ai vécu. En tout cas, je sais que... Quand tu passes de la personne qui a un succès d'estime à la personne qui a un gros succès de librairie, des fois, c'est juste mal vu parce que tu as eu beaucoup de succès. Puis d'un coup, c'est comme si ce que tu écris est moins pur parce que ça a beaucoup vendu. Surtout en littérature, c'est pas mal l'art, j'ai l'impression, où le succès est regardé étrangement par les différents acteurs du milieu. T'sais, comme, of course, les maisons d'édition veulent vendre des livres. T'sais, mais ça vient aussi avec... C'est populaire, donc les gens aiment ça. Si les gens, la masse, le monde aime ça, est-ce que ça veut dire que c'est moins top-notch ou élitiste ou la crème de la crème? Parce que si c'est la crème de la crème, c'est juste les très intellectuels qui comprennent ça. Fait qu'il y a comme un espèce de drôle de truc à naviguer. Puis ça vient aussi avec une pression, tu sais, comme quand tu veux que ça fonctionne, les choses. Parce que nous, on vit de on vit de ça, on vit de nos plumes. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, je veux un succès, mais en même temps, moi, des fois, je suis comme, moi, j'en veux un, le truc que tous les intellectuels sont comme, oh my God, personne comprend ça, ce livre-là. Mais comme, en même temps, je vais payer mon loyer. Ben, c'est ça. Les gens vont pas l'acheter. Monsieur, madame, tout le monde, ce sera pas eux la cible, en fait. Mais le public cible. Je sais pas, moi, c'est juste que je me dis tout le temps, cette question-là, c'est qui ton public cible? Je sais pas, les gens qui savent lire, là. Comme... Ouais, moi aussi, tu sais. Tout le monde. Je pense que c'est une affaire que tu réalises. En tout cas, moi, je l'ai réalisé après coup, tu sais. Moi, j'étais comme, moi, j'écris des livres que j'aurais le goût de lire. Fait que j'imagine que mon public cible, c'est moi. Puis finalement, c'était pas du tout ça, tu sais, au final. Tu sais, je parlais avec des gens complètement d'autres milieux, d'autres chemins de vie que moi, du monde plus jeune que moi aussi. Puis je fais, c'est cool de savoir ça, finalement, tu sais, après coup. Mais tu sais, aussi, ultimement, moi, ça revient à ce qu'on disait tantôt de est-ce que tu penses au lecteur ou pas, tu sais. Moi, je suis pas en train de, quand j'écris un livre, jamais je me suis dit je vais pas écrire ça parce que je pense que ça rejoindra pas le monde. Non, exactement. Mais après ça, des fois, la réflexion, c'est est-ce que est-ce que cette histoire-là peut faire écho à comment est-ce que je peux faire une histoire qui est universelle? Tu sais, c'est weird parce que c'est pas une réflexion mercantile, c'est une réflexion pour moi de vouloir parler au monde. Puis je sais que ça a l'air être bien proche les deux, mais tu sais, moi, je suis plus dans une perspective de essayer de représenter le monde, essayer de représenter la majorité du monde, de parler à la majorité du monde parce que c'est comme ça pour moi que je peux avoir un dialogue le fun dans la littérature, d'avoir du monde qui vont réagir puis d'entrer en contact avec, parce que ultimement aussi, tu sais, écrire, c'est un moyen de communication. Moi, je raconte des histoires parce que je veux parler au monde, puis quand j'écris un livre puis quelqu'un vient me voir au salon du livre qui est comme « Hey, c'est fucked up parce que genre je me suis reconnu dans ce livre-là, même si je suis pas humoriste ou étudiant en droit ou entrepreneur, ça a fait écho à mon expérience. » Ben moi, c'est beaucoup ça que je veux. C'est une façon de faire de la littérature, là. Je dis pas que c'est la meilleure, il y en a plein. Il y en a qui veulent faire de la littérature parce qu'ils ont une histoire de vie à raconter qui est unique, puis ils veulent l'offrir au monde. Puis, c'est super intéressant aussi. Mais moi, c'est ce dialogue-là. Ouais.
c'est important, puis c'est ça qui fait que je suis plus dans la recherche de parler à beaucoup de monde que de créer un objet singulier qui va être observé avec fascination, comme si c'était la Vénus de Milo. Mais ce dialogue-là, là, vous l'avez pas constamment. Là. La majorité du temps, vous êtes devant votre ordinateur chez vous dans votre salon Mais en on train l'a plus d'écrire. souvent qu'on pense. En tout cas, je sais pas pourquoi, Ouais. mais ben Parce moi, que tu es solitaire, tu sais, comme job. oui. Horriblement. Et je suis tellement pas une personne introvertie dans la vie, mettons. Ah Moi, j'aime non, ça, être avec du monde. Ah non, moi ça me va. Ah ouais. Mais mettons, tu dis oui, mais non, on rencontre plus de monde. Mais Fait- maintenant, avec les médias sociaux puis tout ça, tu sais, C'est genre, vrai. toutes les semaines, je parle à des gens qui ont lu mon livre, Ah un oui. de mes livres, qui Moi, m'écrivent. ouais. Mais après, tu sais, je sais pas pour toi, tu sais, quand j'ai commencé, je répondais à tout le monde, puis j'étais comme... Là, maintenant, je mets des périodes de temps où je réponds aux gens, ou des fois, je fais juste liker leurs commentaires, tu sais, parce qu'à un moment donné, bon... Ouais, pareil, parce que des fois, surtout comme peu de temps après la sortie d'un livre, Ouais. là, c'est t'as- comme là, t'en t'as as comme le- beaucoup. Mais c'est cool, mais c'est overwhelming. Ouais. Mais dans le sens que tu peux toujours être un peu dans cet échange-là où Absolument. tu sais en tout cas que le livre continue de faire son chemin, Ouais. puis d'être lu, puis de... Puis moi, je suis dans la même posture que toi, tu sais, je pense que... Tu disais que la ligne est proche entre le côté mercantile, mais je pense qu'il est quand même loin parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je comprends pas comment aucun auteur, tu sais, écrit pas pour être lu. Mais il y en a qui ils le font pas pour ça. Il y en a qui écrivent pour écrire, tout simplement. C'est Moi, ça que tu dis. je suis d'avis qu'un livre a deux vies. Il y a la vie qu'il y a quand moi je l'écris, puis la vie qu'il a une fois que la personne l'a entre les mains, puis qu'elle fait ce qu'elle veut avec. Puis je suis intéressée à ce pont-là. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui vont te dire des trucs. Hey, j'ai pensé à ça, tu sais, est-ce que tu t'es inséré dans ton livre comme psychiatre de ce chemin? Pas en tout, mais comment toi t'as fait des. Les gens font leur propre chemin avec l'histoire, puis ils découvrent des trucs, même l'histoire que moi j'ai écrit, que je suis censée tout connaître dessus, mais finalement, eux, ils découvrent des affaires que j'avais pas mis. Puis c'est un peu comme quand t'écoutes de la musique, puis que ça te fait penser à une situation, puis c'est pas en tout ça que la personne voulait dire quand elle a créé la tune, mais toi, c'est ça que ça te fait sentir. C'est cet échange-là que je trouve qui est intéressant. Ouais, puis il y a tout un spectre aussi entre. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui écrivent par amour de la littérature, puis c'est très beau, puis ça peut donner des œuvres extraordinaires. Puis moi, en même temps, je me méfie beaucoup, parce que c'est quelque chose que je veux pas faire, je me méfie de l'amour de chacun des médiums dans lesquels je travaille. Non pas parce que je trouve pas ça bien. J'adore ça, les gens qui sont geeks d'une affaire puis qui maîtrisent leur art d'une façon incroyable. Mais ça m'est aussi des fois arrivé, moi, comme lecteur ou spectateur ou tu sais, auditeur, de voir quelque chose, d'être comme ah shit, je sens que la personne voulait faire quelque chose de maîtrisé artistiquement, mais Ça n'a pas marché. Ou c'est que ça me dit rien. C'est ça le pas caractère humain, humain t'as n'est pas dit? là. Puis Ouais. pas humain dans le sens de... Mais dans le sens que c'est beau ou c'est bien écrit ou c'est bien raconté, les termes sont incroyables, mais je ne connecte pas à l'histoire parce que ça vient pas de cette place-là qu'on essaie d'aller chercher quand on écrit, tu sais, qui est comme de creux en dedans. Tu sais, des fois, c'est lisse, c'est beau, c'est bien fait, mais ça vient pas me chercher. Ouais. Puis y en a-tu plus qu'on pense? Des auteurs qui écrivent un peu comme ça? Mais tu sais, c'est tout un jugement. Tu sais, je te dirais que c'est vraiment un jugement de ma part. Fait que j'accuserais on peut pas personne savoir. de le faire Non, comme exact. ça. Puis pour toi, peut-être que pour moi, je ressens pas la même Exact, chose. c'est Pour ça. toi, la même Exact. chose. Mais c'est Absolument. après ça, c'est comment on expérimente ou comment on vit ces œuvres-là, tu sais, après ça. Absolument, absolument. Ah, le temps passe tellement vite, j'en reviens pas. Mais une des questions, qu'en me préparant, je voulais vraiment vous poser parce que, oui, bon, vous vivez de votre plume, autant scénariste, donc à la télévision, que, bon, auteur de livres. Mais vous avez d'autres chapeaux aussi, là. Tu sais, Marie-Christine, entre autres, tu fais de l'humour un peu et tout ça. De ton côté, Jean-Philippe, t'es animateur, acteur et tout ça. Comment on fait pour jongler dans cet horaire qui doit être complètement absurde? Comment on fait pour se booker des temps d'écriture? On n'a-tu pas le choix? Ben, tu le mets à l'agenda. Moi, c'était à l'agenda. Mais l'affaire que j'ai réalisée avec le temps, moi, c'est que c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire si j'ai des stimuli extérieurs. Puis il y a tellement de choses qui me sont tombées dans les mains, qui sont devenues des bonnes histoires pour moi parce que j'étais exposé à autre chose que mon maudit Microsoft Word sur mon ordi. Tu sais, une des choses, moi, qui était les plus bénéfiques pour moi, c'est quand j'ai commencé à faire de la radio à Radio-Can, j'ai commencé en 2016. Puis en devant faire des reportages, en me promenant partout, puis en devant chercher des sujets, je finissais par parler à des gens d'autres horizons que je connaissais pas, d'autres réalités, de m'ouvrir les yeux sur des nouveaux enjeux, des nouvelles réalités. Puis tout d'un coup,
j'avais un sujet de livre qui sortait là. Tu sais, Manuel de la vie sauvage, j'ai eu l'idée parce que j'étais allé faire un reportage sur C2 Montréal. Fait que j'étais allé à C2 Montréal, je regardais ça, j'étais comme, hey, c'est absurde cet univers-là, je connaissais pas ça. Puis pour moi, j'étais aspiré là-dedans, je vais écrire un livre là-dessus. Puis je le savais, là. J'ai passé 2 heures là. Après 2 heures, c'était déjà clair, je fais le week-end au complet, mais après 2 heures, c'était déjà clair que j'allais écrire un livre dans cet univers-là. Ça a pris une forme très différente, évidemment. Mais fait que moi, je le vois très positivement de me sortir de chez moi puis d'être exposé à d'autres affaires. C'est très enrichissant. Après ça, ça demande une certaine discipline, mais en même temps, il y a le reset aussi qui est cool. Tu sais, des fois, je peux aller faire 2 heures de quelque chose le matin. C'est ça, je vais en faire 2 heures d'autre chose. Après ça, je peux aller écrire un petit 2 heures chez moi. Le soir, je vais encore faire d'autres trucs. Fait que ce zapping-là, pour moi, fait que j'ai des petits... C'est comme si je repartais de zéro au milieu de ma journée. Alors que essayer d'être dans un tunnel 8 heures de temps sur un seul projet, ça peut être plus difficile. Ah, je comprends tellement. C'est la même chose de ton En côté. fait, je pense que les gens ont une conception de nos vies. Je pense qu'ils pensent qu'on est plus occupé qu'on l'est. Aussi. Parce que c'est pas tant... Si je faisais un 9 à 5, là, je veux dire, je serais de 9 à 5 à mon bureau. Je travaille moins en termes de temps, je pense, qu'une personne qui clock in, clock out, tu sais. Par contre, ce qui est tough pour moi plus, c'est que je suis maître de chacun de mes projets et que je dépends de mon succès dans chacun de mes projets. Tu sais, si tu as une job, un 9 à 5, à un moment donné, tant que tu travailles bien... Il y a d'autres gens qui travaillent dans la compagnie, tout le monde travaille ensemble, puis vous avez un salaire, puis ça rentre. T'sais, nous, c'est comme, c'est des contrats, c'est ci, c'est ça, c'est gérer. Moi, je pense que c'est plus la gestion de la vie de travailleur autonome qui est demandante, puis que les gens autour de toi comprennent aussi que c'est ça ta réalité, puis que des fois, tu sais, moi, les soirs de semaine, j'ai des shows, fait que comme, ben, je peux pas nécessairement aller faire un truc avec mes amis, mais moi, je suis dispo le lundi matin, mais personne n'est dispo le lundi matin. Ah, ça, là, je comprends tellement mais ça. Mais c'est là. plus ça, tu sais, niveau de travail, je pense pas que c'est tellement... Moi, je pense que c'est une plus belle liberté. Tu sais, je ne retournerai jamais... Ben, en fait, j'en ai jamais fait, mais je ferais pas une job qui me demande un horaire très strict. Tu sais, j'ai trop la liberté sur ce que je fais, mais je pense que c'est... On est quand même choyé de faire ça. C'est plus le niveau de pression, justement, qu'on peut avoir de... Les choses doivent fonctionner, sinon... Oui, puis il n'y a pas de place pour les imprévus. Je me rappelle, j'ai eu une appendicite en 2019, qui est une affaire quand même, tu sais, médicalement, c'est pas grave, là, dans le sens, il y a bien du monde qui a ça, tu vas à l'hôpital, tu prends 2-3 jours de congé. Puis là, je regardais mon agenda, puis j'appelais mon agent, j'étais comme, là, je m'en vais à l'hôpital, mais je sais pas comment on va faire. Puis finalement, mon agent a fait, non, regarde, là, on va annuler, on va appeler le monde, on va leur dire, je me rappelle, je suis en train d'enregistrer le balado, la version livre audio de Royal, puis j'ai promené mon chien, puis la réalisatrice du livre audio, c'était ma voisine, puis elle était comme « Salut Jean-Philippe, on se voit en studio tantôt. » Je suis comme « Oui! » Puis après ça, je rentre chez moi, puis je suis comme « T'es bien épais, Chris. Tu t'en vas à l'hôpital. Faut que t'ailles à l'hôpital maintenant. » Fait que là, j'y écris un message, je fais « Écoute, Sylvie, je suis désolé, je t'ai menti. J'ai dit que ça allait bien, mais faut que je me rende à l'hôpital maintenant. J'ai une appendicite. » Puis elle est comme « Mais c'est correct, mon beau, là. Il y a pas de problème. » Il y a ça aussi. Je pense que parce qu'on... En tout cas, personnellement, parce que j'aime tellement ce que je fais puis je veux tellement que ça fonctionne, j'ai une grande peur de dire non. Ben oui. Qui est, je pense, quelque chose que mes amis qui font des jobs plus normaux sont capables plus de faire. De dire, moi, je réponds pas à mes courriels ce soir parce que je ne suis plus sur la cloque ou je prends mes vacances parce que ce sont mes vacances. Moi, je suis pas capable, une opportunité se présente puis je suis comme, tu sais, je suis en thérapie pour ça, là, pour essayer de faire comme, j'ai besoin de dire non des fois puis de comme... Mais c'est parce que tu veux tout saisir. Ouais, mais c'est que l'incertitude fait que nécessairement t'es comme l'écureuil qui veut se ramasser son tas de mots pour l'hiver. Puis travailleur autonome en général, je pense, tu sais, que tu écris des livres ou que tu fasses du graphisme, peu importe la personne qu'est-ce qu'elle fait. Exact. C'est le même feeling de, oui, OK, je prends une semaine de vacances, mais genre, mais si un courriel qui rentre, je me tout le long, sinon, si j'ai pas mon fiche. Oh mon Dieu, le nombre de fois que j'ai annulé, reporté, déplacé, payé 1500$ pour pas me changer mon billet de date parce que c'était ça, tu sais. Puis des fois, tu le fais parce que tu te sens mal. Des fois, tu le fais parce que c'est vraiment payant puis ça vaut la peine. Puis il y a d'autres fois où tu le fais parce que t'as juste pas le choix, où il y a un feu à éteindre. C'est tough. Les vacances, c'est tough. Surtout, tu mettons, mon chum a justement un job normal de type adulte. Puis que quand il est en vacances, il y a son téléphone de job qu'il n'amène pas avec lui. C'est ça. Moi, mon téléphone de job, il est avec moi. Là. Ouais, exact. Il te suit peu importe où tu vas. Là. Tu t'en vas au Nouveau-Brunswick, il va être dans tes poches. Est-ce qu'il est compréhensif de ça? Oui, il est pas... franchement, il n'a jamais vraiment chialé. Tu sais, même là, tu vois, début janvier, je devais aller en voyage de ski avec toute la famille, avec ses parents, puis tout ça. Puis
2 semaines avant, j'ai fait ça marchera pas, je pense. Faut que j'annule. Puis il était comme c'est poche. Puis ses parents étaient comme on comprend. Ça va. Parce qu'en plus, ses parents me l'offraient. Oh mon Dieu! J'étais tellement mal, tu sais. Mais écoute, ils ont compris. Puis c'est ça la vie. Mais c'est ça, il faut quand même que tu sois avec quelqu'un qui peut s'adapter à ça. Ouais. Parce que, tu sais, ça peut arriver aussi. Ça m'est arrivé dans le passé d'être avec des gens qui sont comme. Les moments où je travaille pas, tu sais, c'est comme tu fais rien, tu sais, c'est comme c'est facile d'être auteur, puis après ça t'as des rushs, puis là c'est comme pourquoi t'es pas disponible, puis c'est comme c'est ça la réalité là, tu sais, c'est comme j'ai pas le contrôle sur quand les choses doivent être faites, puis quand il faut qu'ils soient faites, il y a personne d'autre qui va le faire, il y a personne d'autre qui va écrire mon livre pour moi là. Exact. Il y a juste moi qui peux la faire ce job là. Puis tu parlais, tu sais, tantôt, là, l'exemple que tu donnais, c'est genre, il y a des semaines, j'ai comme 6 deadlines. Exact. Et ces 6 deadlines-là, là, t'es pas rejoignable, j'imagine. Non, là, exact, mais il y a des semaines que je suis comme, on va-tu jouer au golf tous les matins de la semaine? Parce que je suis comme, let's go, tu sais. Mais le pendant positif de ça, puis tu sais, moi, je le vois avec mes amis qui ne sont que comédiens, c'est que j'ai tellement de contrôle sur ma carrière. Si j'ai du temps, puis que je m'ennuie, je peux décider de partir un projet, puis je suis capable de le mener à bout. Un comédien qui travaille pas, c'est super angoissant parce que tu espères que quelque chose se passe. T'attends que d'autres gens aient écrit quelque chose que nous, on est en train de faire Exact. pour que... Surtout qu'en ce moment, ça va pas bien. Fait que les gens attendent, mais tous les projets sont en attente. Fait que là, je pense que, en effet, tu dépends beaucoup plus des autres. Exact. Mais il y en a beaucoup qui changent aussi, qui font plus de l'humour. Mettons, des gens qui ont des potentiels plus comiques importants, qui sont comédiens à la base ou une formation en jeu, justement, puis que tranquillement, pas vite, ils s'en vont plus vers le milieu de l'humour. Parce que c'est le la même milieu chose. de l'humour, il n'y a pas beaucoup d'humoristes au Québec. Non, on en manque. Vraiment pas, vite, là, vite, tu sais. rentrer à l'école de l'humour, il y a une pénurie. Mais, Mais c'est vrai que tu as une sensation de contrôle. Tu sais, tu sais que c'est écrit en 5 minutes, tu vas te booker un open mic, merci, bonsoir, puis Hopefully, tu vas te booker quelque chose qui paye. Là. Oui, en fait, non, je dis open mic, mais non, quelque chose qui serait payé. Là. Mais surtout toi, je pense que là, tu commences à avoir une certaine notoriété. Là. Mais tu sais, moi, je trouve ça cool. Tu peux être dans l'action. T'es pas dans l'attente. Même si c'est open mic, même si c'est peu importe, tu peux. Hey, j'ai écrit ça, je peux aller le jouer, j'ai pas l'impression d'être chez nous puis d'attendre que le téléphone sonne. Là. Absolument. Va falloir qu'on s'arrête bientôt, mais avant de terminer, c'est le temps de vous mettre sous les projecteurs. Dites-moi, les gens qui veulent vous lire, vous entendre, vous voir, peu importe, on peut faire ça où, comment? Parlez-moi de vos projets. Je sais pas ce qui se passe avec Québec, mais là, moi, j'ai 2 shows qui s'en viennent à Québec. Ah, nice! Ouais, j'ai ma pièce que j'ai créée au Théâtre de Katsou, Vous êtes animal, en 2023. Là, on la présente au Théâtre La Bordée à partir du 20 mars. Nice. Donc, les gens, si vous êtes de Québec, allez voir ça, ça va être cool. Puis allez manger au Normandin en même temps, j'imagine. J'aurai une autre pièce après ça qui sera annoncée sous peu dans la prochaine saison de La Bordée, donc cet automne. Fait que je vais être beaucoup à Québec. Je m'en plains pas, j'adore Québec. Puis tes livres sont disponibles en librairie. Absolument. Partout. Haute Démolition, Royal, Manuel de la vie sauvage, Sport et divertissement. Mes pièces aussi sont publiées. Puis je pense que c'est assez. Puis, puis si vous avez des ados qui aiment les jeux vidéo, j'anime un show à Télé-Québec qui s'appelle À quoi tu joues. Ah ouais? Hey, je savais pas ça. Ouais, c'est super le fun. J'adore ça. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Puis je suis payé pour parler de jeux avec des collaborateurs vraiment cool. Fait c'est vraiment nice. C'est cool. Fait qu'on va ouvrir la télé à Télé-Québec. Ouais, ou juste aller sur l'app. Ouais, c'est peut-être rendu ça. C'est hein? ça. Moi, je suis encore peut-être... Ben, je suis jeune, mais je suis encore C'est le vendredi peut-être... soir. Le vendredi soir, je sais plus à quelle heure, mais tu peux l'écouter à la télévision traditionnelle ou sur l'app Télé-Québec. Les gens qui ont le câble, mettons. Ben oui. Ton côté, Marc-Christine? Ben moi, j'ai pas de show à l'aborder, mais je suis en... Ben, je fais pas mal d'humour un peu partout. Vous pouvez me suivre, je le mets sur mes réseaux sociaux. Fait que tout ce que je fais en termes d'humour ou de... j'ai mon podcast aussi, vraiment lit. On va partir la saison 2. Jean-Philippe. Il y a un show live? Il y a un show live le 9 mars, mais là, je pense que ça va peut-être être après. Mais sinon, il nous reste 3 billets. Là, fait que comme... Mais... et c'est ça, puis je vais être au Salon du Livre de Québec. Je vais être... puis mon prochain livre s'en vient aussi. Yes! Puis je tiens à mentionner... Ben, ton prochain livre, là, je vais peut-être dépasser de 2 minutes. Désolée. Ton prochain livre, on peut-tu avoir un indice ou de quoi à savoir là-dessus? Ben oui. Peut-être pas, je vais pas te mettre sous... Non, mais c'est drôle parce que ça parle du milieu de l'humour. Oh yeah! Mais pas cool. dans un angle assez différent de ça. Ben, je pense pas qu'on a fait le tour du milieu de l'humour en non, littérature exact, encore. mais moi, je l'aborde un peu de mon angle d'humoriste de la relève. Là, fait que ça c'est un scoop. C'est très Nice. cool. Puis j'avais, je me l'étais pas noté, mais je me suis mis noté en tête en faisant mes recherches. Je suis allée vous stalker sur Goodreads. On a parlé de Goodreads. Nice. Puis vous êtes tellement bien noté. Ça doit quand même être. Je sais pas, j'étais à combien? Hein? Ben, la moyenne, vous êtes pas mal tout en haut de 4. Ah, bon, ben, regarde. Oui, 4 étoiles. j'ai le garçon d'oncle parce que des fois, les gens n'ont pas aimé la fin. Ah, bon. Mais c'est correct, je suis à l'aise avec ça. Parce que moi, je l'aime. Tu l'as dit, je l'assume ma fin. Absolument. Je vis très bien avec ça. Mais sinon, ils sont. Ben, Goodreads, moi, c'est juste pas pour les auteurs.
Ah, c'est ça. Et je vais le voir, mais je vais jamais me mêler d'une conversation, jamais dans Satan. Ah, ben non. Tu vois, moi, j'adore Letterboxd parce que je fais pas de cinéma. Exact. Voilà. Letterboxd? C'est comme le Goodreads du mais cinéma. des cinémas. Ah, mon Dieu, j'apprends plein d'affaires. Moi, mon but, en fait, avec Letterboxd, c'est surtout de faire la meilleure blague sur le film. Nice. Là. Je veux juste avoir des likes mais sur moi mon aussi, je commentaire. fais ça, en fait, à cause de Caroline Fouché, qui est notre... Ah, j'adore Caroline Fouché. Caroline, j'adore. Puis elle fait des très bonnes reviews drôles de livres. Ou pas juste drôles, pertinentes aussi. Mais là, depuis que je l'ai vue, elle m'a inspirée. Puis là, c'est elle qui m'a dit, vas-y. Fait que je fais des reviews de livres, mais je mets pas de notes aux livres québécois. Mais je dis qu'est-ce que j'ai pensé. Puis en anglais, je me laisse aller. Puis... Même chose, tu vois, moi, je mets pas d'étoiles aux films québécois sur Letterboxd. Puis je mets des étoiles, mais je fais toujours une blague. Là, comme, mettons, j'étais quand même fier de ma blague sur Rue qui était, imagine, tu traverses l'océan Pacifique, tu fuis la guerre, puis t'atterris à Granby. Mais imagine, pour vrai. Là. Ah mon Dieu, de toutes les places. En même temps, Kim Tu a bien viré, elle devait être contente Oui, à Granby. C'est juste que de toutes les places au De Québec, toutes elle est les allée à villes, Granby. c'est quand En même même- temps, bravo Granby, vous l'avez bien accueilli. Oui, voilà. Ben, aujourd'hui, Granby fait partie de l'histoire de Ben Kim Tu. oui, Tu sais, c'est ça. Fait C'est que quand même bon. fort. Merci vraiment d'avoir Merci. accepté l'invitation. Merci, c'était vraiment cool. J'ai vraiment l'impression que la conversation n'a pas été assez longue. Ben écoutez, au pire, je vous réinviterai. On reviendra, regarde. Vous reviendrez au balado. Pour les gens qui découvrent en ce moment le balado, franchement, ben bienvenue premièrement. J'espère que vous avez aimé l'épisode, mais gênez-vous pas de partager l'épisode, commentez votre partie préférée, l'envoyez-le à vos amis. Moi, ça me fait plaisir de savoir que vous partagez mon contenu. Puis ben, veux pas, on en parlait, mais tu sais, des projets comme ça, ben ça part un petit peu de vous, hein, les gens qui écoutent, qui lisent nos affaires. Fait que continuez. On aime ça quand vous êtes engagés. Et laissez 5 étoiles. Oui. 5 étoiles sur Spotify, Apple Music et toutes ces partout. affaires-là. Partout. Merci encore une fois d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Yes. Bye tout le monde!